Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast Ciné-Marchons animé par moi-même, Émile Lombrage, écrivain et scénariste amateur. Alors, là, je sors tout juste de la salle de cinéma, mais ça va pas être une critique à chaud, parce que, je vous spoil direct le prochain sujet, je sors de Bac Nord. Mais bon, il faut laisser un peu de temps pour distiller un peu mon avis sur Bac Nord, et j'avais vu que j'ai envie que de penser à Bac Nord et pas au précédent film, qui est le film de cette vidéo, Onoda. Je me suis dit, vas-y, Émile, fais direct la critique d'Onoda en sortant du ciné, cache-la maintenant, comme ça, ce sera fait, surtout que là, Onoda, mon avis, il est bien mûr, et je voudrais plutôt que ma capacité de raisonnement et d'analyse, elle se focus sur Bac Nord. Alors, parlons d'Onoda. Déjà, Onoda, c'est un film, à la base, j'y allais un peu à reculons, et à la fois, j'avais envie d'aller le voir. J'avais envie d'aller le voir parce que mon entourage m'en a fait des très bons retours. Et même, je voyais sur le net que le film avait l'air d'avoir plutôt la cote, même si j'ai pas regardé les critiques. Et c'est vrai que d'habitude, je regarde pas trop les critiques avant d'aller voir les films, quoi. Même, d'ailleurs, c'est pareil, petite précision, autant le faire maintenant. Mais quand j'enregistre ces podcasts, c'est un peu la même chose, je regarde pas les critiques. C'est-à-dire que là, je sais pas qu'est-ce que les critiques ont dit sur Onoda. Je pense que le film a été à peu près apprécié, etc. Quand j'en ai entendu du bien, il y avait Simon Rio d'Écran Large qui disait que c'était un film vraiment bien, etc. Mais moi, je n'ai pas regardé les critiques, donc pas en détail, en profondeur. Et comme ça, en fait, ça me permet de vous livrer vraiment un avis qui est authentique, où je vais très probablement dire des conneries, mais on s'en fout. C'est mon ressentiment qui est le plus important. Par conséquent, parlons de ce dont ils vont parler, Onoda. Donc Onoda me faisait peur parce que 2h45. Voilà, film de 2h45. Moi, j'avais peur d'un film arrogant. Alors, je me disais, il doit être un film assez démonstratif, c'est qu'il doit y avoir des choses à montrer, avec un cinéma peut-être contemplatif, un cinéaste qui n'aurait pas peur de montrer les choses, en tout cas de filmer des choses, qui filmerait plein de jolis plans, mais ça resterait oh là là, c'est joli, mais on n'arrive pas à aller au-delà. Bon. Et puis bon, à la fin, je serais sorti en mode fou. J'aurais un peu regardé ma montre pendant la séance de cinéma, en me disant, bon, allez, vivement, quand ça se termine, etc., machin. C'était vraiment ma crainte avant d'aller voir Onoda, parce que, voilà, 2h45, il faut avoir la prétention d'avoir assez à raconter, et même scénaristiquement, sur 2h45, quoi. Et en fait, contre toute attente, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est que je trouvais que c'était un film modeste, parfois un peu trop. Ouais, on va expliquer pourquoi. Parce que, en fait, le film, très concrètement, il est pas chiant du tout. Ce qui est d'ailleurs, j'ai envie de dire, il est un exploit, en tout cas, peut-être pas un exploit, mais il y a un vrai sens du rythme et du tempo, en particulier dans le montage, en fait. Autant vous le dire direct, parce que 2h45, quand même, c'est gros. Et en fait, on s'ennuie pas. Pourquoi ? Parce que déjà le film est, je vais pas vous le cacher, mais il est bien. En tout cas, moi je le trouve bien. Il y a vraiment des enchaînements de décors qui changent, etc. Même si on reste sur une même unité spatiale, mais ça on va y revenir. Mais aussi surtout un rythme au niveau du montage en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais des plans trop longs. Ce qui est un peu un défaut, mais on va, selon moi, d'une certaine manière, on va y revenir aussi. Et vu qu'on n'a jamais des plans trop longs, ça implique qu'en fait, le montage est vraiment assez rapide. Il n'y a pas beaucoup de plans qui durent très longtemps. Rare, je crois que de mémoire, il y en a un ou deux, je crois, à l'école, à un moment, quand il y avait un des speeches, ou quand certains personnages font des speeches. Et encore, en fait, souvent, c'est assez... La caméra, elle a tendance à se couper. Ou pire un peu à bouger, et du coup en fait ce qui fait qu'on n'a pas des longs plans fixes ou des plans très contemplatifs, et vraiment il y a un vrai rythme, ce qui fait qu'en fait on ne s'ennuie pas dans ces 2h45. Donc ça c'est un point important à noter, c'est que il y a ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que le film selon moi il devrait traiter de cet ennui-là, et d'une certaine manière il a extrêmement peur de nous asséner de l'ennui à travers ce montage-là. Et ce qui est assez compréhensif, parce que, c'était le film de Sofia Coppola, que j'ai même pas regardé Somewhere, parce que quand j'ai vu des trucs dessus, ça m'a dégoûté, des analyses dessus. Mais par exemple, Sofia Coppola, c'est une réalisatrice de l'ennui.
Et c'est ce qu'on retrouve dans ces films comme Lost in Translation ou d'autres. Voilà, excusez-moi, ou d'autres comme Virgin Suicide, etc. Et dans Somewhere, en tout cas, sur les analyses que j'ai vues, enfin, c'est des longs plans où vraiment il se passe pas grand-chose. Enfin, le personnage se fait chier, on se fait chier avec lui en tant que spectateur. Et je trouve que c'est une mauvaise façon de traiter l'ennui, parce que, enfin, un objet cinématographique, ça doit rester, même si c'est de l'art et que c'est intellectuel, etc., machin. On peut pas se permettre d'ennuyer le spectateur. Selon moi, c'est lui chier à la... Bon, je suis vulgaire, lui chier à la gueule, mais c'est un manque de respect, tout simplement. Selon moi, d'imposer de l'ennui au spectateur aussi explicite, quoi. N'empêche que j'aime beaucoup le cinéma expérimental, etc. Puis bon, nuances, blablabla. Vous avez compris. Néanmoins, ici, ce film-là, Onoda, a peur de l'ennui. Parce que, je vais vous faire un petit speech, c'est ça, j'ai pas fait de petit résumé dessus, mais Onoda, en fait, c'est l'histoire on suit un soldat japonais qui, en fait, a été envoyé vers la fin de la guerre dans les Philippines pour mener de la guérilla et résister, en fait, pour garder, pour une petite île des Philippines, je crois que l'île, elle s'appelle quelque chose comme Luang, et c'est pour faire en sorte que les Américains ils la prennent pas, quoi. Ils la gardent. Et en fait, ce soldat japonais, qui est un héros éponyme, vu que le titre du film, c'est son prénom, Onoda. Onoda sera le dernier soldat de la guerre. Ever. C'est-à-dire que le type, sa guérilla, il va la continuer jusque dans les années 70. et enfin, après, il sera démobilisé. Et il faut savoir que c'est une histoire vraie. Tout le film se base sur une histoire vraie. Mais ça aussi, je vais y revenir. Ça fait beaucoup de fois que je dis que je vais y revenir. Comme quoi, j'ai bien pensé à la critique. En tout cas, j'ai bien réfléchi. Enfin, j'espère que je vais y revenir parce que je dis ça, mais ça se trouve, je vais oublier. Bref, on va bien voir. Et donc, j'en étais que, du coup, le film doit se baser c'est le point de vue de ce soldat. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il reste sur l'île aussi longtemps? Qu'est-ce qui se passe sur plein de points, psychiquement, physiquement, au niveau de l'île, au niveau, enfin voilà, tout ça, mais du point de vue d'Onoda. Quand je dis au niveau de l'île, c'est parce que, bon, c'est une expression très galvaudée que j'aime vraiment pas utiliser, parce qu'elle me fait un peu horreur quand j'entends ça, genre, mais là, pour le coup, je trouve qu'elle est appropriée. En fait, l'île, c'est en quelque sorte un peu un des personnages du film, tellement elle est filmée et tellement elle est extrêmement bien exploitée. Parce que c'est un des trucs, des aspects fondamentaux sur lesquels le film réussit extrêmement bien, c'est la façon dont il intègre les décors, c'est génial. Enfin, moi j'aime beaucoup. Déjà, l'île, on sent qu'il y a des bons repérages qui ont été faits dans le sens où elle est vraiment exploitée, mais le plus possible. C'est-à-dire que là, je vais tenter un truc pour couvrir le micro, parce que là il y a un peu de vent. Est-ce que ça marche? On va voir. Mais l'île, du coup, elle est bien exploitée vraiment dans tous les retranchements. Non, mais il n'y a pas un coin de l'île qui doit pas être filmé, et surtout, du coup, ça nous fait une pluralité de paysages, alors qu'ils sont toujours sur la même île. Et ça, c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs, il va jouer souvent avec ça, parce que les soldats doivent faire, vu qu'ils sont dans de la guérilla, ils doivent faire son corps avec l'île. Donc, il va les faire ramper dans les racines, etc. Et puis, ils vont utiliser l'île pour survivre. C'est-à-dire qu'ils vont construire des maisons avec les plantes, la Koh-Lanta, quoi, les rêves. Donc avec les bambous, les bois trouvés, les feuilles, ils vont même se faire des chaussures de paille, etc. Et donc tout ça participe extrêmement bien à cette atmosphère, parce que c'est vraiment le point fort du film, c'est son atmosphère. D'ailleurs, là où justement la mise en scène est faite avec brio, c'est que si vous me posez la question si un film a une excellente atmosphère ou pas, rien qu'en termes de mise en scène, coupez la musique. Et là, dans ce film, c'est un film dans lequel, il faut avouer, il y a quand même assez peu de musique. Et donc, ça a vraiment, pour le coup, pour effet que parfois, je me dis, putain, ça me manque un poil de musique pour injecter un petit peu plus de lyrisme, etc., machin. Cependant, on est quand même à fond au niveau de l'ambiance. Parce que justement,
il arrive à tirer profit de cette île de toutes les manières. D'ailleurs, il y a quelque chose presque un peu jeu vidéo de survie justement à la Minecraft sur l'île, parce que voilà, plusieurs fois ils vont devoir construire des tentes et puis on les voit. Ça, moi j'aime beaucoup quand les films ils ont cet aspect-là d'assumer les choses reloues, les choses qui pourraient paraître reloues comme ça initialement, mais de pas faire l'impasse là-dessus. Bon, j'arrive pas à trouver mes mots, mais en gros le fait que voilà, quand surtout la première hutte qu'ils vont construire, le mec, on va le voir découper les bois, découper les branches, la monter sous la pluie avec des cordes, etc. Et tout ça fait que c'est vraiment... il y a presque un aspect un peu jeu vidéo, parce que pareil, ils vont apprendre un peu de l'environnement, il y a des fruits qu'il faut pas manger, etc. Ils vont avoir leur mission d'allumer le feu, ils vont faire une carte, putain la scène de la carte, ça c'est extrêmement jeu vidéo, j'ai l'impression d'être dans vraiment ce délire Minecraft où vous allez explorer votre monde et limite comme un enfant, vous donnez des noms aux différents lieux qui sont tous très différents, mais du coup en plus en faisant ça c'est vraiment une bête de scène d'exposition. On va y revenir d'ailleurs sur l'exposition dans un instant, parce que je trouve qu'on a un gros problème scénaristiquement avec l'exposition qui est vraiment mal compris. Mais là où c'est parfaitement exécuté, c'est putain une exposition sur une carte, moi ça fait partie d'une de mes scènes préférées du film, parce que justement c'est une scène qui fait rêver. C'est-à-dire qu'on vous montre la carte, genre oui alors là il y a le pic de machin, là il y a tac 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 tac, et ça vous met d'autant plus dans l'ambiance. C'est-à-dire que là vraiment c'est dans ces moments-là du quotidien des militaires où quand ils font le repérage, quand ils montent la cabane, en fait ces aspects jeux vidéo qui, je trouve en fait, nous mettent d'autant plus dans l'ambiance. Et c'est pour ça qu'en fait, selon moi, c'est là où on commence à voir, je dis que c'est un aspect jeu vidéo, mais parce que c'est des trucs, j'ai l'impression que c'est pas une grammaire visuelle, mais une narratologie. Oh là là, je vous sors des mots là. Mais en tout cas, il y a une façon de narrer qu'on avait beaucoup moins dans pas mal qui est pas courante en fait, et que j'aimerais voir beaucoup plus courante dans le cinéma. C'est-à-dire que de ne pas avoir peur d'expliquer les choses, et de voir un peu le personnage, upgrade à la manière d'un jeu vidéo, et vraiment de mettre l'activité, parce que le jeu vidéo c'est l'interactivité en fait, donc vous retirez inter de l'activité, et donc de voir l'activité parfois quotidienne des personnages, les tâches à faire, etc., machin. Et c'est très bien que justement, là, le film, pour le coup, le fait pendant plusieurs séquences, il le fait assez brillamment, et donc c'est vraiment ce qui nous met d'autant plus dans l'ambiance. Alors certes, au début du film, je critiquais le fait que c'est un film où le directeur a d'une certaine manière peur qu'on s'ennuie, mais pour autant, ça reste un film long de 2h45 qui, parfois, va un peu traîner la patte en termes d'intrigue, faire tirer certaines scènes en longueur. Bon, maintenant je m'affole plus côté des scooters. Je continue de parler. Faire tirer certaines scènes en longueur. Et j'ai perdu mon fil, putain. Faire tirer certaines scènes en longueur, quitte. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que vous avez ce montage un peu rapide et toutes les scènes qui sont tirées en longueur. Moi, parfois, je trouvais ça un peu trop tiré en longueur, un peu la fin, mais pour autant, c'est pas un défaut en fait. Ça rentre bien, même si j'aurais aimé que ça se conclue peut-être un poil plus vite sur la fin, mais il a voulu rester fidèle justement à ce qui est arrivé dans l'histoire vraie. Ce qui est un peu, j'étais là, mais on s'en fout au pire. C'est bon. Fais-nous un bel artifice de cinéma et puis hop, ça se finit quoi. Et du coup, et par conséquent, c'est un peu voilà ce petit. Si je devais noter quelque chose qui me déplaît un poil, j'aime pas parler en termes de ce qui me plaît, ce qui me déplaît. On verra pour les prochaines critiques. Je dois en parler parce que c'est de la critique, mais néanmoins, la façon dont je conçois le truc, c'est que ça m'intéresse pas de casser du sucre sur le dos des réals, etc. Dire ouais, le film il est pas bien, bla bla bla, ça j'aime pas. Je suis pas l'apôtre du bon goût, clairement pas.
c'est juste mon avis. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve ce qui est vraiment plus intéressant, c'est de partir de parfois quelques ressentiments et d'élaborer une théorie derrière. D'ailleurs, en parlant de ressentiment, de sensation, parce qu'une critique, au fond, c'est essayer d'intellectualiser, d'analyser ces sensations qu'on a eues par rapport au film et les mettre en perspective par rapport au film et après partir de ça pour disséquer le film, en fait. Et en parlant de ça, c'est vraiment ce genre de cinéma auquel on a en face. C'est-à-dire qu'un cinéma de sensation, en fait. On vous fait ressentir en explorant l'espace, avec une narration qui va narrer tous ces petits détails de la vie quotidienne sans que ce soit chiant, en fait, des militaires qui sont sur place, que, en fait, ça va être, ils vont rester, avant qu'Onoda, avant qu'on ait que la fin avec Onoda, il va rester longtemps quand même assez accompagné. C'est pas du spoil, hein, c'est une histoire vraie, les gars. Vous savez qu'à la fin, il y aura plus que lui tout seul. mais bref, quoi qu'il en soit, il y a une façon... Bon, je suis désolé, je me perds un peu, mais bon, je sors de Bac Nord, donc forcément, je suis pas complètement à fond dedans. Et du coup, je disais sur Onoda, putain, ça va vraiment pas être mon meilleur podcast. Hein. Pourtant, le film est bien. Mais ce que je disais, c'est que oui, c'est du cinéma, voilà, de sensations où on veut faire sentir et vous mettre dans la peau de ce mec-là, en fait. Et il est là un peu le défaut, le défaut. En fait, c'est pas un film qui est là pour foncièrement vous faire réfléchir. Alors c'est intéressant parce que je vois bien comment ça a été écrit, c'est-à-dire que il part du postulat de base en fait. D'ailleurs, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le début, parce qu'au début, vous avez des dialogues philosophiques quand il est à l'école de je sais plus quoi là, quand il se fait instruire. Il y a vraiment une conception philosophique. J'y reviens juste après. Mais en fait, après, c'est-à-dire que vous avez vos personnages en tant que scénariste, il faut se voir comme Dieu en tant que scénariste. Je trouve que c'est une bonne analogie pour expliquer le scénario. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille un peu. C'est-à-dire que, hop, j'ai créé mes petits persos. Et donc, vous avez vos persos sur l'île. Et en fait, après, tout ce qui se passe est extrêmement cohérent et logique. Oui, on aurait pu prendre d'autres choix, etc., machin. Mais en fait, on a déroulé la pelote des personnages, de la psychologie, de ce qui arrivait, en plus en se calquant sur l'histoire vraie. Et boum, vous avez le scénario. En tout cas les 3/4 du scénario de Onoda. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'on ait une proposition de cinéma plus forte. Mais vraiment, qu'il n'hésite pas parfois un peu à rentrer dedans, quoi. À proposer des plans un peu plus qui durent un peu plus longtemps, un montage un peu plus innovant, un scénario qui pousse un peu plus, en fait. Et c'est là où je vais pouvoir arriver au qualificatif principal de ce film, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé une désignation toute nommée pour nommer le film, dont je vais devoir m'expliquer. Mais en fait, pour moi, c'est un film, Onoda est un très bon film, mais c'est un film pompier. Alors, attention, là, je suis en train de sortir déjà un gros terme très, très, très galvaudé. Donc, vous permettez que je l'explique, parce que, alors, déjà, moi, quand j'ai découvert le terme pompier, c'est une histoire qui me fait marrer. Je sais, j'étais gamin, mes parents, ils aiment Télérama. Bon, voilà, ils ont des défauts. Qu'est-ce que vous voulez? On a tous des défauts. Et du coup, ce qui implique que il y avait toujours Télérama à la maison. Et un jour, j'avais fait une couve sur l'art pompier. Et moi, je me souviens, j'étais gamin, j'ai vu ça, j'ai fait... C'est quoi papa de l'art pompier? Il n'a pas été capable de m'expliquer. Et j'ai regardé un dictionnaire et tout. Et le terme m'a marqué en fait, parce que je trouvais ça... j'avais compris en lisant un peu le truc avec... je sais pas... j'étais même pas au collège à l'époque, hein, j'étais en primaire, j'avais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, 9-10 ans. En lisant le truc, j'avais compris que c'était un peu péjoratif, pompier, quoi. C'est pas très gentil. Et... alors qu'en fait, moi, j'aimerais réhabiliter le terme, en tout cas, la façon dont je vais l'utiliser ici, comme quelque chose... de bien. En fait, c'est pour qualifier un type de proposition de cinéma. Voilà comment moi je veux utiliser le terme pompier. Parce qu'en fait, si on rappelle historiquement ce que c'est que l'art pompier, c'était au moment où vous avez les impressionnistes. Alors les impressionnistes, eux, ils étaient pas exposés dans les musées. Après, on a fini par les exposer dans le salon des refusés. Mais en fait, ce qui trônait en maître, c'était l'art
pompier. En fait, pompier, ça veut dire c'est de l'art académicien. C'est-à-dire que académique, vous avez des règles. En fait, les artistes pompiers, ils avaient qu'une seule envie, c'est de faire du beau pour du beau au sens académique du terme. Et donc, allez qu'on y va. Il faut que ce soit beau, dans le sens où vraiment ça doit être absolument. Voilà, il y a des règles. On a notre checklist, on l'a fait, et puis voilà. Et le problème des tableaux pompiers, en fait, c'est que moi, je me souviens, il y en avait 2-3 dans le Télérama, surtout ce fameux tableau avec le gladiateur, là. En fait, c'est un beau tableau, mais vraiment. C'est ça le problème de l'art pompier, qu'on a tendance à oublier, à mettre sur le côté, à sortir ça comme un qualificatif péjoratif. Mais je veux dire, moi, je trouve que le tableau du gladiateur, il est beau. Alors oui, il est académique, etc., machin. Mais justement, en fait, le principe de l'art pompier, c'est que, imaginez, c'est un exemple que Raj, il a utilisé dans une de ses vidéos, dans un de ses podcasts sur Radio Sauvage, sur l'entrepreneuriat, justement, et la création de contenu. Il parle d'un truc, il avait développé une idée de la beauté qui était assez intéressante. En particulier, ce qu'il disait sur l'art pompier, et je pense sur lequel il a tout à fait raison. Imaginez, on se retrouve dans 10, 20, 30, allez, disons, dans 10 000 ans. Les gens découvrent des tableaux comme nous, on découvre les grottes de Lascaux. Ils découvrent 2 trucs. Un tableau impressionniste et un tableau pompier. À votre avis, les humains du futur, lequel des deux ils vont préférer? Je vous parie tout ce que vous voulez qui vont préférer le tableau pompier. Parce que il est bien fait, qui cherche pas à innover, à vous faire réfléchir ou je sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment ça la conception de l'art. C'est-à-dire que on cherche à tout prix à vous faire réfléchir, et c'est ça l'art contemporain, en fait. C'est-à-dire que on vous fait n'importe quoi, en fait, l'art, on vous fait n'importe quoi. C'est-à-dire que, allez, je caricature, hein, on met une grosse tache de bleu, et en fait, le principe de l'art contemporain, c'est qu'en regardant cette tache de bleu, vous allez devoir réfléchir, comprendre quelque chose, etc., machin. Et en fait, l'art, c'est plus ce qu'il y a sur le tableau, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Voilà. Ce qui est une définition en fait qui a vachement changé au fur et à mesure des siècles, et ce que rappelle Raj dans le podcast Radio Sauvage, c'est que vraiment avant l'art c'était juste faire du beau, et maintenant c'est plus faire du beau, on essaie de faire de l'intellectuel. Ce qui en fait, moi je suis plutôt, je suis scénariste, hein, donc et écrivain. Pour moi il y a pas de souci, le mélange n'a pas de souci, mais je peux comprendre que dans certains arts je veux dire plus esthétique, mais je trouve que typiquement écrire des histoires, c'est déjà quelque chose de très cérébral, de très intellectuel. Donc pour moi, cette conception de l'art intellectuel, en soi, elle n'a pas de problème, mais je peux comprendre que quand on parle vraiment d'art esthétique, d'art plus visuel, comme de la peinture, etc., machin, ou même juste de l'architecture, vraiment esthétique, ou plutôt plastique, peut-être un mot plus intéressant, du coup, c'est vrai que le fait que cette conception-là, effectivement, elle peut, dans certains cas, un peu poser problème. Mais c'est là où je voudrais en venir sur le Onoda, c'est qu'en fait, Onoda est un film pompier, dans le sens où c'est un film de bon élève, entre guillemets, c'est-à-dire que les acteurs sont bons, le cadre est très bon, la mise en scène est très bonne, les décors sont parfaits, sont très très bien, tout est bien utilisé, mais à aucun moment il y a une fulgurance de mise en scène, il y a quelque chose qui vous fait waouh, qui vous impressionne, qui vous en met plein la rétine, entre guillemets à la Titane, avec des plans parfois un peu plus recherchés, etc. Chercher de l'innovation, non, tout reste. C'est pas académique non plus. Après, c'est très drôle de dire que c'est académique pour un type qui a pas fait d'études de cinéma, donc ça c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est un académisme qui est très différent de l'académisme que je dénonçais dans la série Mindhunter. Parce que dans la série Mindhunter, l'académisme qu'il y a est clairement différent. Parce que dans Mindhunter, c'est de l'académisme industriel en fait. Alors que là, c'est de l'académisme au sens du bon cinéma. C'est 2 formes d'académisme différents. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme pompier, qui selon moi permet de bien décrire cette réalité. C'est-à-dire que je pense que le film d'Onoda, on pourra le revoir dans 50 ans, dans 100 ans, il n'aura pas vieilli, il restera toujours aussi bien. C'est un film qui ne vieillira pas, qui restera, on regardera, on se dira putain, c'est un bon film, etc., machin. Voilà. Vous savez,
pour faire une analogie, continuer à faire l'analogie avec les profs, le film Onoda, c'est genre, vous êtes prof, vous corrigez une copie, et vous dites alors ça c'est très bien, ça c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous mettez quasiment tous les points. Et à la fin, vous mettez un 19 sur 20. Alors qu'il a eu tous les points à toutes les sous-catégories parce que vous faites ah oui mais la perfection n'existe pas. Et en fait c'est un peu ça le défaut. Ce qui moi me déplaît, je devrais pas dire le défaut parce qu'il y a une idée d'objectivité derrière, ce qui est pas le cas. Ce qui moi me déplaît dans le film d'Onoda, en fait, c'est ce côté pompier. C'est que moi, ce n'est pas les propositions de cinéma que je préfère. N'empêche que j'ai passé un très bon moment et que, en particulier, on va revenir sur les deux prochains points que je voudrais évoquer, qui sont, selon moi, les deux trucs où le film était à deux doigts de tirer son épingle, mais il le fait pas. Parce qu'il y a une forme d'ambiguïté. Alors, faudrait que je regarde là Arthur Harari. Il me semble qu'il a pas fait beaucoup de films avant. C'est quoi? On va regarder un tour sur Google là. Hop, Onoda, parce que comme ça, on va être fixé. Parce que ça expliquerait les choses là, je vais aborder dans mon raisonnement. Alors, directeur Arthur Harari. Oui. Arthur Harari, film... Alors, il a fait combien de films? Alors, j'ai rien dit, il a fait quand même pas mal de films. Ah non, c'est des courts-métrages. Ok, donc c'est son deuxième long-métrage, Onoda. Ok. Très bien. Je vois. Et du coup, il y a son deuxième long-métrage, peut-être que ça peut expliquer ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'ambiguïté, parfois. À la fois, je vous ai dit que c'est un film qui veut traiter de l'ennui, qui a du mal à poser ses cadres. À la fois, mais pour autant, enfin, poser ses cadres, à laisser des plans parfois tourner très très longtemps. Surtout, il y avait beaucoup de plans sur l'île. Moi, ça me frustrait parce que voilà, j'étais là en mode, allez, vas-y, prends ta caméra à la Terrence Malick, fais-nous des beaux panneaux parce qu'elle est belle cette île. Enfin, laisse tourner des plans un peu plus longtemps. Et souvent, ça cut. Il y a une peur du plan, une peur de l'ennui, quoi. Enfin moi j'interprète ça comme une peur de l'ennui, mais une peur du plan c'est dommage quoi, parce que parfois ça aurait vraiment mérité, dans certaines situations ça aurait vraiment été ouf, alors que dans d'autres cas ça marche très bien. Par exemple quand le passage avec la carte, voilà, c'est très bien d'avoir fait plein de plans courts, mais là où il y a une ambiguïté, c'est qu'à la fois le récit est long. D'ailleurs c'est un récit que je qualifierais de total, complet, clair, net et précis quoi. C'est-à-dire que vous avez un début, une introduction, enfin si vous vous souvenez de vos cours du collège, là maintenant ça me revient, vous savez, vous avez situation initiale, péripétie, et puis à la fin vous avez, je sais pas, conclusion, épilogue, enfin bref. C'est un film où vous avez tout. Prologue, situation initiale, péripétie, enfin événement perturbateur, péripétie, événement perturbateur, péripétie. On alterne cette boucle, et puis à la fin vous avez... situation finale, fin, prologue, enfin, non, il n'y a pas de prologue non plus, mais ça s'étale, en fait. C'est un récit qui, vraiment, enfin, vous avez en globalité, quoi. Ça s'étale dans le récit, et pour autant, ça n'ose pas s'étaler, parfois, dans certains plans. Alors, de peur peut-être de l'ennui, mais c'est dommage. C'est dommage. Et à la fois, autre ambiguïté, c'est-à-dire que c'est un film qui, en vérité, il n'est pas très, très philosophique. Enfin, il n'y a pas dans les dialogues, ça cherche pas, à 2-3 mois, il y avait psychologiquement, je trouve qu'il saisit bien les personnages, en fait, parce que il y a un acte manqué. Alors moi, j'aime bien les actes manqués, hein. Mais il y a un acte manqué d'un personnage. Je vais pas spoiler, c'est un peu du spoil, mais ça arrive très bien à un moment où peut-être que on le verra pas, mais ou peut-être qu'il y en a plusieurs et que moi je pense qu'à celui-là. Mais bref, vous avez aussi un moment, toute une série de délires. Un peu voilà, paranoïaques, mais qui sont vraiment très enfin, c'est très cohérent, ça se met bien et tout. Ça agit bien, et pour autant c'est pas un film philosophique, c'est-à-dire que les dialogues des personnages restent toujours très terre à terre, en fait. Bah oui, c'est des militaires, et voilà, mais sauf que c'est bien dommage que sous prétexte que ce soit des militaires, on n'a pas essayé de pousser un peu plus le truc en rajoutant, je sais pas, un perso un peu plus sympa, ou en arrivant vers des situations un peu mieux un peu qui vont prêter un peu plus à réfléchir, quoi. Ou genre de truc, on pousse un poil dans les dialogues la réflexion, parce que c'est pas le cas. Et la seule réflexion qu'il y a, c'est quand il est à l'école, où en fait justement on a tout le mode d'emploi du personnage. D'ailleurs l'introduction est vraiment importante, enfin comme dans beaucoup de films, hein, mais là vous avez vraiment dans cette longue introduction, parce qu'évidemment le film est long, vous avez tout le propos du film, tout le film qui est condensé.
Là, en particulier, c'est dès le début du film, Onoda, c'est un pilote de chasse un mec qui a été formé pilote de chasse, en fait, je crois qu'il a refusé de s'engager parce qu'en fait, a découvert que les pilotes de chasse japonais, c'était des kamikazes, en fait. C'est-à-dire que ils remplissaient, c'est ce qu'il dit dans le film, c'est-à-dire que ils remplissaient d'essence, ils prenaient juste assez de barils d'essence juste pour un aller, mais pas pour le retour, en fait. Et lui, il a peur de la mort, en fait. Et c'est ça j'ai trouvé que cette notion-là, dans l'écriture du personnage philosophique, était très intéressant, en fait, parce que Onoda a, en vérité, peur de la mort. La mort la mort d'autrui, parce qu'il y a s'il y a bien un thème assez récurrent dans le film, en fait, c'est la mort, quoi. Comment est-ce qu'on gère la mort d'autrui? Parce qu'on a plusieurs types de morts, la mort des camarades, la mort des étrangers, etc., quoi. Et du coup, par contraste, la vie. Et la vie, leur vie. Et surtout, qu'en fait, par cette peur-là de la mort, qui est aussi la mort, j'y pensais là, de l'empire japonais, eh bien, il y a aussi la peur, pas la peur, en fait, ça se matérialise sous une forme de résistance. Et d'ailleurs, il y a des dialogues assez savoureux, hein, avec des moustiques, où le personnage explique qu'en fait, un des personnages, un des maîtres, c'est vraiment le début du film, d'Onoda, dans son école de formation, explique que voilà, des Américains dans une pièce avaient imbibé les murs d'anti-moustiques, et tous les moustiques collés au mur sont morts, mais les moustiques qui sont allés au plafond qui est inconfortable, c'est un peu con pour un moustique d'être au plafond, il aurait dû se mettre sur un mur, etc., eux sont encore vivants. Et en fait, d'une certaine manière, il légitimise, il leur dit, votre sens de l'honneur, en fait. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a une redéfinition, un recadrage du sens de l'honneur du personnage. Le sens de l'honneur, c'est pas être en vie, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas être en vie ou être un soldat, etc. Non. Le sens de l'honneur, c'est de résister, d'être un cafard, un jusqu'au boutiste. Et ça, j'avais trouvé, c'était les passages les plus intéressants. Et du coup, ça explique pas mal sur la psychologie d'Onoda. Onoda, voyez-le comme un cafard, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver, le type va survivre. Et ça, j'avais trouvé, et voilà, mais j'aimerais pousser la réflexion plus loin, vraiment. Mais j'ai pas de matos. J'ai pas de matos, en fait. C'est-à-dire que voilà, ça c'est le matos du film, et on peut pas aller plus loin parce que justement, je pense, c'est là où il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que vous avez ce matériel un peu philosophique, parce que vous avez des réflexions sur la mort, sur la vie, d'une certaine manière, sur la survie, vie, mort, survie, mais ça pousse pas le truc plus loin, en fait. Et c'est là où ça me déçoit, c'est-à-dire qu'à la fin, en fait, on est juste sur l'histoire de ce type-là, quoi. Enfin, après. Et elle est là, la frustration, quoi. C'est cette ambiguïté, alors que c'est quand même dommage, parce que l'île, elle est magnifiquement bien filmée. D'ailleurs, en plus, il a pas mal poussé les couleurs, on le voit, parce que le ciel, un peu, il est très illuminé. Je sais plus comment ça dit, je crois qu'on dit que ça sature un peu au niveau des couleurs, etc. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que justement, ça donne un ciel très lumineux, ça donne vraiment des couleurs très lumineuses, très luxuriantes, qui en fait se prêtent parfaitement au cadre et qui du coup instillent parfaitement une ambiance. Et donc, voilà mon avis sur Onoda, un film qui est pompier au bon sens du terme. Moi, je suis très content qu'on soit capable, parce que c'est un film français, et je suis très content qu'en France soit capable de produire des films de ce niveau. Vraiment, lui, il aurait mérité. Il était dans la sélection Un autre regard de Cannes. Franchement, il aurait mérité une sélection officielle, moi, je pense, parce que vraiment très très bien. Et peut-être qu'il aurait pu recevoir un prix. Bon, j'ai pas tout vu à Cannes, mais en tout cas, il aurait peut-être pu prendre le prix à Memoria. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, c'est là où c'est intéressant. Le parallèle avec Memoria de Apichatpong Vera School est intéressant, parce qu'Apichatpong, je crois que c'est comme ça, désolé pour la prononciation, hein, bref, vous comprenez, hein. Mais Apichatpong, s'il a un talent à lui, c'est d'être capable de filmer la jungle vraiment, et de plonger dans cette atmosphère. Bon, c'est très contemplatif. Bon, moi, Memoria, j'ai pas accroché. Je pourrais vous faire une anecdote. J'ai des anecdotes très drôles dessus. Sur la séance, etc. Parce qu'à un moment, j'ai éclaté de rire s'il y avait un truc qui était pas cohérent. Et vraiment, les gens se sont retournés, on dit qui se guignole. Bref. Pleine séance de Cannes, en plus, la première. Bon.
Heureusement que j'étais sur un balcon un peu en haut et que en bas, je pense personne m'a entendu, hein, ça va, mais les gens à côté m'ont entendu, quoi. Anyway, c'est dommage que oui, ils poussent pas plus cet aspect contemplatif, et c'est là où on a d'une certaine manière quelque chose d'un peu frustrant, quoi. Et ensuite, un dernier point, je pensais, voilà, dernier point auquel je voulais parler sur la mise en scène. Parce que c'est un film qui est de très bonne facture en mise en scène, et j'ai dit que c'était un film pompier, du coup, vous pouvez avoir l'impression, enfin, avec ma définition de pompier, vous pouvez avoir l'impression que c'est un film un peu plan-plan, avec des cadrages, des champs contre champs. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un film, justement, c'est là où, moi, j'y vois quelque chose d'élogieux dans le fait d'être pompier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont pas capables de faire des films comme ça. Harari nous a montré vraiment qu'il était capable de faire un film comme ça et dans lequel il y a des vraies idées de mise en scène. Je parlais de la façon dont il avait exploré toute la spatialité de l'île, en fait, avec vraiment plein de paysages différents, etc. Puis je veux dire, enfin, on la ressent, l'île. Elle vit. Il y a de la pluie, etc. Enfin, on est immergé dedans. Mais aussi, surtout, dans les éléments de mise en scène notables, c'est l'utilisation du hors-champ, putain. C'est pas trop tôt. Il y a trop de mecs qui savent pas utiliser le hors-champ, je trouve, souvent au cinéma, parce que enfin, alors que c'est le propre du cinéma, en fait. C'est-à-dire que c'était Bégodeau qui disait ça dans une critique, j'ai beaucoup apprécié, je sais plus dans quelle c'était, mais que justement, je crois que c'était sur En Thérapie. Mais bref, justement, il disait ce qui différencie le cinéma d'un autre art visuel comme de la photo, c'est son hors-champ, en fait. Car au cinéma, le hors-champ existe, même s'il n'est pas filmé, ce qui n'est pas le cas de la photo. Et là, à un moment, vous avez une scène en particulier, une scène où ils font la lessive, j'en dirai pas plus, vous avez quelque chose qui surgit du hors-champ, et tout le monde a fait « Oh !» dans la salle, parce que c'était extrêmement bien fait. Et justement, c'était parfait, parce que ça symbolisait justement cette menace hors-champ, en fait, justement cet élément, cette étrangeté, vraiment plutôt au sens de l'étranger que Onoda combat, vu qu'il combat les Américains, en fait. Donc c'est cette étrangeté, cette menace-là, hors champ, qui est toujours là. Et le fait qu'elle arrive à ce moment-là du film, parce que bon, c'est dans longtemps la lessive, et ben c'est vraiment, c'est très bien. Parce que ça rappelle parfaitement ce truc-là, et c'est là où justement... Non, désolé, j'ai rien. Bon, c'est du direct, hein. Fallait que ça arrive. Mais du coup, je perds du fil sur le hors-champ, là. Oui, voilà, bref. Cet exemple de mise en scène-là, justement, sur le hors-champ, il est purement là pour que je vous démontrer que c'est pas de la mise en scène plan-plan et banale. Non, c'est de la très bonne mise en scène, quoi. Quand ils sont allongés dans les fougères, enfin, vraiment, ça joue avec. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que c'est de l'herbe de studio, quoi. C'est de la vraie herbe. Vous les voyez vraiment au-dessus de leur tête, etc. Enfin, quand ils sont dans une grotte, vous sentez que c'est une vraie grotte. Quand ils sont dans une hutte, vous sentez que c'est une vraie hutte. Quand il pleut, vous sentez que c'est vraiment la pluie. Et on ressent tout ça très bien. Enfin, tout est bien fait dans ce film. Ce qui manque à mon goût, justement, c'est un film pompier. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dépasser ce cadre-là, en sortir de ce cas. Il fait tout très bien. C'est le 19 sur 20 que le prof donne, mais qui dira, oh, la perfection n'existe pas, en fait, qui dit ça, mais il mettra un 20 si un jour il trouve un truc qui l'a surpris et vraiment, qui a envie de saluer, en fait. C'est comme ça qu'on décroche un 20, en vérité, hein. C'est rarement, bon, sauf si vous êtes face à des profs de maths parce qu'ils sont là, non mais c'est logique, donc il a tous les points, donc il a tous les points. Alors qu'un prof de littérature vous mettra très rarement, voire quasiment jamais 20, parce que bon, vous comprenez, la perfection n'existe pas, etc. Mais comment avoir un 20 d'un prof de littérature ou d'une matière assez littéraire, en fait, faut donner une proposition qui surprend tellement, mais dans le bon sens du terme, que du coup, il mettra un 20 parce qu'il est désarçonné de façon positive. C'est pas ce qu'Onoda fait. Onoda, c'est vraiment le 19 sur 20, mais bon, c'est un film que je vous conseille à voir. Voilà, bon, on va finir là-dessus parce que, comme toujours, c'est la fin, je m'en mêle. J'ai vraiment du mal. De toute façon, un des objectifs un peu de mes critiques là que je fais, c'est aussi m'apporter d'une certaine manière une forme d'aisance orale, ou en tout cas, voilà, de faciliter
mon expression orale et puis la façon dont je développe à travers les films. C'est-à-dire que je prépare pas beaucoup, hein, genre j'y pense un peu avant de lancer le podcast et puis ensuite je me lance dans le vent en espérant ne pas ne pas louper les différents trucs que j'ai lancés. C'est pour ça que parfois j'ouvre des parenthèses un peu à la fin pour rejoindre le propos global. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié cette critique et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser moi 5 étoiles sur n'importe quelle de vos applications de podcast avec un avis. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je reprends la tagline de tous les podcasteurs, mais bon. Et aussi, si vous voulez voir parler d'autres sujets traiter des sujets de façon très différente. J'ai fait la dernière vidéo en date que j'ai faite, elle est sur le jeu d'argent, vu que j'ai travaillé avant sur le jeu d'argent. En tout cas, je sais pas si elle va y être au moment où je vais uploader le podcast. Bon, il n'y a pas moyen, mais du coup, il y a moyen que non. Du coup, c'est une petite exclu pour vous. Mais elle devrait arriver sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je parle aussi de films, de séries, etc., mais de façon très différente. C'est-à-dire que ce podcast-là, il est vraiment dédié, c'est Ciné Marchon, quoi. Si on marche, on parle de cinéma. Donc, c'est vraiment dédié au film. Alors que sur la chaîne YouTube, je parle d'un peu tous les sujets qui m'intéressent. Voilà. Bon. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, parce que moi c'est le soir, je pense que tous les Ciné Marchons, de toute façon, il y a une bonne partie ils seront enregistrés le soir, vu que le soir il y a moins de bagnoles, et puis je suis un homme du soir. Mais voilà, allez, bonne soirée à tout le monde.